Et la séance continue, restez avec nous sur LCP, on va débriefer ensemble ces questions au gouvernement. Avec vous, Elisa Bertholomé depuis la salle des 4 colonnes, les premières réactions politiques, merci, et à tout à l'heure. Et puis c'est une tradition dans cette émission, un face-à-face entre deux députés. Aujourd'hui pour le Parti Socialiste, le député Yann Galu, député du Cher, et pour l'UDI, Jean-Christophe Fromentin, député des Hauts-de-Seine. Vous pouvez leur poser des questions, ça se passe sur Twitter, le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de débriefer ensemble ces questions au gouvernement, je voulais vous montrer ce tweet, le tweet de Marion Maréchal Le Pen à propos de l'affaire Ziad Ebouna après la relaxe des policiers hier. Je cite, ce verdict prouve que la racaille avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et non à cause d'une bavure policière. Tout cela à cause de la relaxe donc des deux policiers hier à Rennes. Donc priorité au direct avec vous, Elisa Bertholomé, salle des 4 colonnes, vous êtes aux côtés de Marion Maréchal Le Pen. Oui, Marion Maréchal Le Pen, on vient de revoir à l'antenne le tweet que vous avez publié hier après la relaxe des deux policiers. Un tweet qui a été très critiqué à gauche, on l'a qualifié de dégueulasse, de plein de haine. Est-ce que vous maintenez vos propos aujourd'hui? Oui, absolument. Alors je sais que le néant de la vie politique française est comblé par les polémiques à répétition, mais mon tweet, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher. Déjà, j'ai jamais parlé dans ce tweet de ces deux jeunes adolescents décédés, dont tout le monde évidemment déplore la mort dans ce triste accident. La seule chose que j'ai dénoncée dans ce tweet, c'est justement un tel accident n'aurait jamais dû justifier l'embrasement des banlieues françaises 3 semaines durant, avec, je le rappelle quand même, 10 000 voitures brûlées, des dizaines de policiers blessés, des commerces détruits, 2 morts quand même en marge des émeutes. Et voilà, et je qualifie cette délinquance, peut-être c'est vrai un peu trivialement, de racaille, et je vois que ça suffit à indigner tout le monde. Enfin, j'ai fini par avoir l'habitude. C'est un tweet qui est quand même très politique. La campagne pour les régionales est en train de se lancer, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi lui-même a réagi à ce sujet. C'est par hasard ces propos? Ah si, croyez-moi, je n'ai absolument pas prémédité la polémique, je ne tiens absolument pas à jouer la surenchère à droite avec monsieur Estrosi, si c'est ça l'idée, absolument pas. Enfin, c'est des termes d'ailleurs que j'ai déjà employés, je me simplement fait un commentaire d'actualité en mettant des mots qui m'apparaissent justes là où personne ne veut voir la réalité, puisque je vois même, je crois, monsieur Mélenchon expliquer que c'est mon tweet qui appelle à la guerre civile, alors que la guerre civile, elle a justement eu lieu pendant ces émeutes où l'état d'urgence a été décrété. Donc je dénonce cette inversion des valeurs, tout simplement. Certains disent que ces propos auraient pu être tenus par votre grand-père Jean-Marie Le Pen. Est-ce que du coup, politiquement, vous vous sentez plus proche de ces idées que de celles de la présidente du FN, Marine Le Pen? C'est une bonne façon de ramener ça à Jean-Marie Le Pen. Bravo, c'était assez judicieux. Peut-être Jean-Marie Le Pen aurait-il pu les tenir, mais bien d'autres personnes, je pense, dans la famille politique. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de ne pas justifier, si vous voulez, ce type de délinquance ou ce type de comportement scandaleux qui laisse quand même une ardoise de plusieurs centaines de millions d'euros aux Français par le prétexte du malaise social dont on se cache justement pour justifier en permanence l'insécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de territoires français extrêmement pauvres qui ont un véritable sentiment d'abandon, qui aimeraient bien bénéficier du 10e de l'attention médiatique et politique des banlieues françaises et même des centaines de millions d'euros de politique de la ville. Merci Marion Maréchal Le Pen pour votre réaction. Merci Elisa et merci à votre invité. Donc, une réaction sur ce tweet de votre consoeur, collègue du Front National. C'est un tweet lamentable. C'est quoi, de la récupération politique d'une affaire judiciaire, d'une décision de justice? Elle joue sur l'ambiguïté, Marion Maréchal Le Pen. Et il y a un deuxième élément qui a été souligné par votre journaliste, c'est que je pense qu'avec Marion Maréchal Le Pen, Jean-Marie Le Pen a trouvé son digne successeur. Elle est dans la provocation permanente, Marion Maréchal Le Pen, et elle appuie sur les thématiques qui intéressent son électorat. Donc elle est en campagne. Personne ne pourra penser qu'elle a fait ce tweet par hasard. La campagne pour les régionales est lancée, Jean-Christophe Fromentin. Écoutez, le côté hypersensible des banlieues ne justifie pas à ce qu'on mette de l'huile sur le feu. Voilà, il y a une décision de justice, elle est respectée, respectable, une histoire qui est une très triste histoire. Je crois que voilà, il n'y a pas à commenter, et surtout dans le contexte où justement cette sensibilité des banlieues mérite de la part des responsables politiques un peu de distance, de discernement, et pas de réaction à chaud. Allez, on passe au thème principal de ces questions au gouvernement, la réforme du collège et cette mobilisation massive des enseignants contre la réforme de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale qui a tenu quand même à défendre son projet. On l'écoute et on réagit juste après. Projet contre projet, notre réforme du collège a pour objectif de renforcer les fondamentaux chez tous les élèves quand votre projet a pour vocation de les réduire comme peau de chagrin.
Puisque vous proposez de vous en tenir aux français, aux mathématiques, à l'histoire et à une seule langue étrangère, cela signifie que pour les collégiens de demain, vous ne voulez plus d'apprentissage des sciences et vie de la Terre, vous ne voulez plus d'apprentissage de la langue vivante 2, vous ne voulez plus d'apprentissage de la science physique, vous ne voulez plus même de l'apprentissage des fameuses humanités et du latin et du grec. Vous ne voulez plus promouvoir l'allemand dont vous nous parlez depuis 3 semaines. Comment faites-vous pour le promouvoir si vous supprimez la langue vivante 2 pour les collégiens ? Voilà pour Najat Vallaud-Belkacem. Jean-Christophe Fromentin, est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève des enseignants contre la réforme de la ministre de l'Éducation nationale ? Écoutez, je crois que cette réforme, elle est mal partie parce qu'elle a plusieurs domaines extrêmement flous. Et les fameux enseignements interdisciplinaires, bon, pourquoi pas, hein, le travail de groupe, la souplesse qu'on peut y trouver, mais qu'est-ce qu'on va y mettre ? On présente ça comme enseignement de substitution à des enseignements qui vont être retirés du programme habituel, mais pour y faire quoi ? Mélanger des enseignements avec des professeurs qui ne sont pas forcément prêts à cela. Ça laisse entretenir ce qui est probablement le point de faiblesse de cette réforme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou, qui est mal expliqué et qui est une belle idée sur le papier, mais dont on a du mal à voir quel sera l'atterrissage. C'est ce que disent d'ailleurs les professeurs qui manifestent. Et l'autre élément confusant dans cette réforme, c'est qu'on mélange une nouvelle organisation, avec notamment cette organisation interdisciplinaire, avec un conseil des programmes qui ouvre finalement une refonte, notamment de l'enseignement de l'histoire, avec une réorganisation du fond. Et je crois que la combinaison des deux, avec, et ce qu'a dit d'ailleurs le président du Conseil des programmes, qui admettait qu'il y avait un certain flou dans la manière dont le programme d'histoire, par exemple, était proposé, la combinaison du flou sur la méthode et du flou sur le fond génère cette espèce de débat qui tient à la fois du quiproquo, de l'absence de débat de fond et de l'enlisement, qui est le spectacle qu'on voit maintenant depuis quelques jours. Yann Gallu, pourquoi c'est impossible de réformer ? Moi, je nous pose une question collective. Et je suis, je dirais, agréablement surpris par les propos de mon collègue qui va peut-être plus sur le fond. Mais je nous pose une question collective. À vous, aux Français, aux parents, à tout le corps éducatif. Peut-on se satisfaire du fonctionnement actuel du collège ? Moi, je considère que nous sommes en échec. Ça fait 10 ans que l'éducation nationale n'a pas été une priorité dans ce pays. On a dû rajouter des profs, on a dû revenir sur la formation. Et aujourd'hui, alors qu'on essaye d'améliorer le collège, eh bien, on a des procès en sorcellerie qui ne sont pas acceptables quand on va jusqu'au fond du débat. Moi, je pense que le collège est en situation... Justement, au fond du débat. Bien, c'est peut-être un problème. Posons-le et essayons de ne pas... Ce n'est pas votre cas, je le constate, mais essayons de ne pas en faire, je dirais, une volonté idéologique comme certains UMP le présentent actuellement parce qu'ils ont d'autres visées derrière. Moi, je considère que le collège est en échec. Je considère qu'il est anormal que nous soyons aussi bas dans les classements. Je considère que ce n'est pas normal que un jeune sur 4 ne sache pas compter quand ils sortent du collège. Un jeune sur 5 n'arrive pas à bien lire quand il quitte le collège. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse les choses en l'état ? Est-ce qu'on laisse je le dirais, autant de jeunes couler, ou est-ce qu'on essaye de réformer, on essaye d'avancer ? Et ce que fait la ministre actuellement, c'est que le projet qu'elle propose, il n'est pas si révolutionnaire que ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines avancées, notamment, moi je suis désolé, le fait que les professeurs travaillent en interdisciplinarité me paraît une bonne chose. Et deuxièmement, on dit c'est un scandale, il y a 20% d'autonomie. Mais quand même, 20% d'autonomie sur 80% où on reste, je dirais, dans ce qui doit être dirigé. Donc, sur l'interdisciplinarité, les professeurs disent que les élèves doivent s'intéresser, comprendre déjà le b.a.-ba avant... Oui, mais avant 2 matières et 2 enseignants dans une même classe. C'est quand même... Oui, mais l'interdisciplinarité, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Et ça ne sera pas la généralisation de cela. Deuxièmement, les professeurs ont raison de souligner un point important. Et je pense que la ministre y a répondu. Les professeurs disent, on n'est pas contre l'interdisciplinarité, mais il nous faut des moyens, donc du temps avant, pour préparer collectivement avec l'ensemble des enseignants ces nouveaux cours et cette nouvelle manière de travailler. Mais moi, là, je suis d'accord avec eux. Je crois que la ministre a répondu. Elle l'a dit tout à l'heure devant nous. Elle a dit qu'il y aurait des moyens alloués pour justement
préparer cette interdisciplinarité. Mais il ne faut pas, je dirais, il ne faut pas partir dans tous les sens. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a d'autres points de crispation. Il y a l'autonomie laissée au chef d'établissement, ce qui pourrait mettre les professeurs et les matières en concurrence. Il y a le latin, c'est au chef d'établissement d'organiser son enseignement en option ou en association, donc du saupoudrage pour les profs. Enfin, quatrième point de crispation, les classes bilingues et européennes, elles devraient disparaître au profit d'une deuxième langue dès la 5e, alors que, selon les profs, ça tirait les classes vers le haut. Est-ce que c'est pas un nivellement vers le bas? Le sujet des langues est extrêmement intéressant. Le ministre le reconnaît d'ailleurs. La France a besoin de progresser en langue étrangère. C'est essentiel pour la présence de la France dans le monde, pour notre compétitivité, notre rayonnement international. On a dans le primaire un enseignement de l'anglais qui est quand même extrêmement sommaire. On a aujourd'hui, on mériterait d'ajouter des heures d'anglais dès la 6e plutôt qu'avoir cette introduction, me semble-t-il, du deuxième langue dès la 5e. On pourrait avoir, sur le thème de l'apprentissage des langues étrangères, des méthodes pédagogiques extrêmement modernes, nouvelles, avec des équipements nouveaux dans les écoles qui n'est pas du tout au programme de ce texte. On voit bien que sur ce thème, alors que le ministre dit qu'il faut mettre de l'ambition sur les langues étrangères, on a justement un défaut d'ambition sur cet élément central. Et je crois que cette réforme, elle part mal parce qu'on pouvait effectivement être d'accord sur des fondamentaux. D'abord, on a 1000 heures d'enseignement contre 900 dans les pays similaires et on n'arrive pas à améliorer cette organisation. Premier point fondamental sur lequel je pense que le diagnostic méritait d'être posé plus clairement. On a des fondamentaux sur les langues où je pense qu'on est d'accord sur le fait d'améliorer les langues. Le ministre le disait tout à l'heure. On est d'accord sur le travail d'équipe qui est aussi aujourd'hui une donnée intéressante. On est d'accord sur le codage, l'apprentissage du codage numérique qui est essentiel dans les formations à venir. Et je trouve dommage que cette réforme, elle arrive comme ça tout d'un coup, sans vraiment de concertation, sans grande ambition. Il y avait peut-être un grand Grenelle de l'éducation et de la formation à imaginer. Intégrer dedans le sujet de l'apprentissage qui pourrait démarrer au collège. C'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille. Et on a l'impression qu'un beau sujet qui pouvait faire à certains égards consensus est un sujet qui est précipité dans le débat politicien et qui subit le sort malheureux qu'on voit aujourd'hui dans le débat politique. On n'arrive pas en France à réformer l'enseignement, c'est toujours bloc contre bloc, idéologie contre idéologie. Pourquoi on n'arrive pas à une sorte de consensus sur ces sujets? D'abord, il faut quand même rappeler que le Conseil supérieur de l'éducation a validé à la majorité cette réforme et qu'il y a eu une préparation de cette réforme. Elle ne sort pas du chapeau, cette réforme. Elle a été d'abord préparée par Vincent Peillon et puis elle a été continuée par Benoît Hamon et bien maintenant par Madame Belkacem-Vallot. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été préparée et que les syndicats n'ont pas été... Parce qu'elle s'y prend bien sur la méthode au-delà du fond. 3 ministres en 3 ans, c'est peut-être un élément de réponse à la question que vous posez. 3 ministres en 3 ans sur une mission aussi fondamentale. Le fond n'a pas changé. Le fond, il est quelle vision du collège voulons-nous ? Est-ce que nous voulons, comme le veut la droite, et une partie de la droite en tout cas, notamment l'UMP avec les propositions de M. Le Maire, je dirais ce qu'ils appellent l'excellence réservée à certains, ou est-ce que nous voulons élever le niveau de l'ensemble de nos élèves? Or, aujourd'hui, le niveau de l'ensemble de nos élèves est l'un des plus bas au monde. Donc, est-ce que c'est acceptable? Donc, les propositions faites par la ministre vont dans le sens de tirer vers le haut l'ensemble des élèves. Donc, ça veut dire qu'il y a une redistribution, par exemple, au niveau des langues, où aujourd'hui on considère que la priorité justement pour que nos collégiens soient meilleurs en langue, c'est quoi? C'est qu'on donne plus d'heures d'anglais par exemple, mais dès le primaire, et qu'on commence cette deuxième langue à partir de la 5e. Parce qu'on a vu que quand vous commencez une deuxième langue, eh bien ça permet aussi de faire une synergie qui fait que tout le monde va vers le haut et pas seulement certains qui s'y retrouvent actuellement. Alors autre thème de ces questions au gouvernement, les migrants et l'Union européenne qui compte lutter contre les trafiquants par le déploiement de bâtiments de guerre et d'avions de surveillance des armées européennes. Manuel Valls, qui a tenté de clarifier, bien différencier les migrants économiques et les demandeurs d'asile. On l'écoute et on réagit juste après. La France est évidemment hostile à toute idée de quota. Je le dis au cas où il y aurait eu de la confusion dans l'esprit de nos concitoyens. Il ne saurait être question que les États membres de l'Union européenne se répartissent des migrants qui n'ont aucun droit juridique au séjour. Dès leur entrée sur le territoire de l'Union européenne, les migrants irréguliers doivent faire l'objet de procédures de reconduite vers leur pays d'origine. Et il ne faut laisser aucune prise aux filières, vous l'avez souligné, d'exploitation de la misère humaine
qui recherchent toujours plus de profit. Et puis, il y a d'autre part le droit d'asile, qui est un droit reconnu par les conventions internationales, par la Constitution française, et que nous devons appliquer. Droit que nous sommes en train de réformer pour qu'on gagne en efficacité. C'est un droit accordé à partir de critères. Par conséquent, par définition, le nombre de ses bénéficiaires ne peut faire l'objet de quotas. Ça serait d'ailleurs une faute morale et éthique que d'aller dans cette voie. Voilà pour les précisions du Premier ministre. Priorité au direct avec vous, Élisa Bertholomé. Vous êtes aux côtés du député Noël Mamère. Oui, Noël Mamère, Manuel Valls qui rappelle dans l'hémicycle qu'il faut éviter les amalgames entre demandeurs d'asile et immigration irrégulière. C'est une théorie à laquelle vous souscrivez en matière de politique migratoire? Non, je ne peux pas souscrire à ce que vient de nous expliquer le Premier ministre. Sa déclaration de Menton entourée de M. Estrosi et de M. Ciotti, qui sont les plus sécuritaires et anti-immigrés de l'UMP, est une dérive dangereuse de la gauche. Je pense que ce qui avait été proposé par la Commission européenne de quotas en fonction de la richesse du pays, de son niveau de chômage, était une solution humaine et une solution qui permettait d'accueillir, en tout cas dans des conditions les moins déplorables possibles, tous ces damnés de la terre qui fuient aujourd'hui des pays dans lesquels ils ne peuvent plus vivre ou dans lesquels, comme les Rohingyas de Malaisie, de Birmanie, dans lesquels ils sont pourchassés pour leurs croyances. Donc je pense que la France doit apporter une réponse à ce fardeau qui pèse sur l'ensemble des nations. Non seulement l'Europe et les pays européens font preuve d'un égoïsme absolu, maintenant M. Valls suit ces pays-là dans l'égoïsme, veut nous faire croire que la France est un pays exemplaire en matière d'accueil des demandeurs d'asile, ce qui n'est pas vrai, ce qui est une contre-vérité, qui est un vrai mensonge. On a accueilli 500 réfugiés syriens alors qu'on envoie des avions aux côtés des Américains. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons un Premier ministre qui fait preuve de populisme à la veille d'une campagne présidentielle où on essaie finalement de préempter ce qui est déjà le terrain privilégié de M. Sarkozy. Alors, Manuel Valls a rappelé également qu'il ne veut pas de quotas. L'Angleterre est sur cette ligne également. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour solutionner? Oui, l'Angleterre est sur cette ligne, mais l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. L'Angleterre n'est pas directement dans l'Union européenne. Un pays qui n'est pas non plus dans la zone euro, qui s'appelle l'Irlande, a accepté parce qu'il y a des dérogations, a néanmoins accepté d'accueillir un certain nombre de ces réfugiés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'envoyer l'armée pour couler des bateaux, ce qui est une solution d'apartheid, que l'Union européenne, conformément à ce qu'avait proposé la Commission européenne, répartisse l'effort pour accueillir ces personnes et qu'on change de politique étrangère, notamment vis-à-vis de ces régimes qui sont des régimes bien souvent autoritaires, quelquefois totalitaires, en tout cas dans tous les cas de figure obscurantistes et particulièrement négligents avec les droits de l'homme, plutôt que leur dresser le tapis rouge, au moins faisons une politique étrangère qui permette à ceux qui aujourd'hui fuient ces pays de pouvoir y rester. Merci Noël Mamère pour ces quelques pistes de réflexion. Merci Élisa, merci à votre invité Yann Gallu. Est-ce que Manuel Valls est égoïste, comme le dit Noël Mamère? Non, je pense que Noël Mamère a sa vision des choses, elle est respectable, ce n'est pas celle du gouvernement et de la majorité des députés socialistes. Je pense que Manuel Valls sur cette question est lucide. D'abord, il faut préciser quand même une chose importante, c'est que l'Union européenne n'a jamais proposé des quotas. Elle a proposé une clé de répartition. À cette clé de répartition, Manuel Valls répond... Sur les demandeurs d'asile, pas sur les migrants. Voilà, et c'est très important de bien distinguer. Manuel Valls tient le langage de la vérité, il dit nous sommes prêts à prendre notre partie de cette clé de répartition, mais nous considérons que la France, comme l'Europe, actuellement n'est pas en capacité d'accueillir l'ensemble des migrants qui passent par ces filières. Et donc il faut vérifier au moment où ils débarquent en Europe si ce sont des migrants économiques ou si ce sont des demandeurs d'asile. Alors c'est vrai que excusez-moi, mais ça va être extrêmement compliqué à faire. Emmanuel Valls le dit, mais il dit c'est une politique européenne qui doit être menée et je crois que là-dessus, il va dans le bon sens. Jean-Christophe Ramontin, on en fait assez. On a plusieurs fronts. D'abord, éviter l'appel d'air. Et tout ce qui ressemble à un appel d'air sera ingérable derrière. Ensuite, il faut avoir cette politique du droit d'asile concertée, et je ne crois pas du tout effectivement à une clé de répartition. Ça viendrait, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre, à l'inverse même du système de droit d'asile. En revanche, il faut se battre ensemble sur l'immigration irrégulière, ce qui n'empêche pas pour autant d'avoir des contingents
d'immigration économique pour des pays qui, comme l'Allemagne, ont des problèmes démographiques et des sujets de développement économique ou de développement industriel. Donc il faut faire la part des choses, scinder à la fois les besoins et les typologies des migrations, et je crois de mettre de la cohérence au niveau européen. Une dernière question sur l'affaire Kerviel. Rebondissement hier avec ce témoignage d'une policière enquêtrice. Les dirigeants de la Société Générale auraient été au courant des agissements de Jérôme Kerviel. Yann Gallu, vous demandez carrément une commission d'enquête parlementaire. Mais on a assisté hier à une bombe judiciaire. Rendez-vous compte, l'enquêtrice principale de cette affaire, qui a enquêté en 2008 et en 2012, vient nous dire « j'ai des doutes et je pense avoir été manipulé ». Et Kerviel a été condamné par rapport à cette enquête. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il y a un renversement de situation. Moi, je me pose la question, et c'est pour ça que je réfléchis actuellement avec d'autres parlementaires, d'ailleurs de gauche comme de droite, puisque d'autres parlementaires l'ont demandé, des parlementaires UDI, des parlementaires UMP, et je considère vraiment qu'on a dans cette affaire à tirer au clair ce qui s'est véritablement passé et l'influence de la Société Générale. Je ne pense pas qu'une commission d'enquête doit aller sur le fond du sujet. Je pense que la justice a des Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Il y a une procédure judiciaire en cours. Je ne sais pas. C'est pas compatible. J'imagine pas, parce que ça serait extrêmement compliqué d'avoir deux approches judiciaires, en fin de compte, sur la même affaire. Pour autant, si effectivement sur la forme, sur la manière dont a été traitée cette affaire, il y a des dysfonctionnements, à ce moment-là, effectivement, le sujet parlementaire peut arriver. Voilà, mais la commission d'enquête serait sur les dysfonctionnements, attention, de l'enquête, mais aussi de l'enquête et de ses conséquences, parce qu'il y a quand même un autre scandale, c'est que si ce que dit la policière est vrai, eh bien, la Société Générale a quand même eu 2,2 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. Et donc les cadeaux fiscaux qui ont été consentis à la Société Générale, ce sont les concitoyens qui nous écoutent qui les ont payés. Le contribuable français. Je crois qu'il faut enquêter là-dessus. Ça sera le mot de la fin dans son rôle. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir suivi cette émission. 19h30, vous retrouvez le journal de la rédaction, Brigitte Boucher. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.